Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des politiques qui débarquent sur TikTok, de la situation très critique au Yémen, de la conquête de la Lune, mais aussi du danger des gaz hilarants ou encore de la cancel culture. Bref, on est parti pour un résumé des 5 actualités qui ont marqué la semaine. Au passage, je vois avec les statistiques YouTube que vous êtes assez nombreux à regarder ces vidéos quotidiennement, mais à ne pas forcément vous abonner. Du coup, si ce n'est pas encore le cas, eh bien n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir et puis pour ne pas rater les vidéos suivantes. En tout cas, vous êtes plus de 850 000 abonnés, donc merci beaucoup pour votre confiance. Et on commence tout de suite avec la première actualité de la semaine, pas la plus légère, c'est la situation de la population au Yémen qui risque de mourir de la famine en pleine crise sanitaire du Covid-19. Déjà, il faut savoir que depuis 2014, le Yémen, situé dans la péninsule arabique, est frappé par une guerre civile qui oppose d'un côté le gouvernement soutenu par l'Arabie Saoudite et de l'autre côté les rebelles que l'on appelle les Houthis qui sont eux soutenus par l'Iran. Je vais pas rentrer dans les détails, mais cette guerre qui dure depuis donc 6 ans a d'énormes conséquences humanitaires. D'après l'ONU, 7 millions de personnes, donc un quart de la population du Yémen, est actuellement au bord de la famine. Chaque année, l'ONU essaie de repousser au maximum cette famine, mais en 2020, à cause de l'épidémie de Covid-19, le Yémen risque de ne pas échapper à la famine, une situation qui pourrait causer la mort de centaines de milliers de personnes. Pour éviter la famine, la population du Yémen a besoin de l'aide humanitaire de l'ONU pour vivre, et cette aide de l'ONU s'élève à 2,41 milliards de dollars. D'habitude, l'ONU fait appel à des donateurs du monde entier pour réunir la somme, sauf que avec la crise du Covid-19, d'autres pays ont eux aussi eu besoin de dons et d'aide humanitaire, et du coup seulement un tiers des donateurs a participé cette année. Résultat donc, pour l'instant, l'ONU n'a pas réuni la somme nécessaire pour leur venir en aide. Les livraisons d'aliments de base se font donc de plus en plus rares, les portions pour chaque habitant diminuent et le prix des aliments augmente considérablement. Vous l'imaginez, c'est une situation absolument désastreuse, surtout que le Yémen doit aussi faire face à l'épidémie de Covid-19. Pour l'instant, le pays ne compte que 1300 cas et environ 360 décès, mais le bilan pourrait être en réalité bien plus lourd. Bref, vous l'aurez compris, la situation est très critique, c'est un sujet assez complexe, donc je vous mets des liens en description si ça vous intéresse. Je vous mets aussi un lien si jamais vous voulez faire un don, et en tout cas, de notre côté, on vous tient au courant de la situation dans les jours à venir. Pour la deuxième actu de la semaine, on va parler de la Lune. Et oui, la Lune n'a pas fini de faire parler d'elle, car elle est actuellement au cœur d'une bataille entre plusieurs pays, en particulier les États-Unis, la Chine et la Russie. On en avait parlé sur la chaîne, Donald Trump avait annoncé il y a quelques mois que des astronautes américains pourraient marcher à nouveau sur la Lune d'ici 2024 pour la première fois depuis 1972. L'une des raisons de cette nouvelle conquête spatiale, c'est que les États-Unis veulent concurrencer la Chine qui avait réussi à faire atterrir un vaisseau sans humain sur la face cachée de la Lune en janvier 2019. Au-delà de ça, la Chine a annoncé qu'elle allait envoyer cette année un nouveau vaisseau, mais pour faire des prélèvements sur la Lune pour la première fois depuis 44 ans. On retrouve quelque chose d'assez similaire chez les Russes qui ont décidé de relancer leur programme Luna pour ramener eux aussi des échantillons d'ici 2021. Mais cette course à la Lune relance évidemment le problème de la propriété des ressources qu'elle contient, en gros à qui appartient ce qui se trouve sur la Lune. Récemment, les États-Unis ont décidé de prendre les choses en main et de proposer aux autres pays un accord. Cet accord s'appelle Artemis et il prévoit deux grandes choses. Première chose, les États-Unis proposent d'appliquer sur la Lune la même règle pour la mer. En gros, la mer n'appartient à personne, mais le poisson appartient à celui qui l'a pêché. Pour faire simple, ce serait pareil pour la Lune, elle n'appartient à personne, mais tout ce qui est trouvé dessus appartient à celui qui l'a trouvé. En fait, théoriquement, aujourd'hui, les pays sont censés partager tout ce qu'ils trouvent sur la Lune, mais en réalité, aucun pays ne le respecte vraiment. La deuxième chose que prévoit l'accord Artemis proposé par les États-Unis, c'est la mise en place de zones de sécurité. En gros, si un pays construit des installations sur la Lune, aucun pays n'aura le droit de s'approcher ni construire dans un périmètre autour de ces installations. D'après les Américains, l'idée est d'éviter les interférences, en gros les bugs quand plusieurs machines informatiques sont trop proches. Mais le truc, c'est que certains accusent les Américains de vouloir malgré tout posséder des territoires sur la Lune, ce qui est interdit vu qu'elle n'appartient à personne. Au-delà de ça, les États-Unis ont exclu la Chine des discussions et de cet accord, la Chine étant pourtant l'un des concurrents directs des États-Unis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la conquête spatiale se poursuit, on vous tient au courant dans les mois à venir. Pour la troisième actu de la semaine, je voulais vous parler d'une étude assez inquiétante sur l'utilisation du protoxyde d'azote, plus connu sous le nom
nom de gaz hilarant ou alors de proto et qui est très utilisé par des jeunes en France. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'origine, le protoxyde d'azote est un gaz vendu en petites cartouches pour les siphons de chantilly. Mais le truc, c'est que depuis plusieurs années, son usage est détourné par beaucoup de jeunes qui inhalent ces cartouches pour avoir ce que l'on appelle un effet euphorisant. En gros, quand vous respirez du protoxyde d'azote, ça peut vous faire une sensation de bien-être, voire même de surexcitation pendant 30 à 50 secondes. Le proto s'est très vite répandu chez les jeunes parce qu'il est vendu en libre service et surtout il ne coûte quasiment rien. Une cartouche qui ressemble à ça coûte moins de 50 centimes, donc forcément c'est tentant pour certains jeunes. Mais le problème, c'est qu'une étude vient d'être publiée par une agence publique, l'ANSES, et elle révèle les dangers de ces cartouches. D'après l'agence, le protoxyde d'azote peut provoquer des pertes de connaissance, une asphyxie à cause du manque d'oxygène, des pertes de mémoire ou encore des perturbations du rythme cardiaque. Bref, la liste des dangers est très longue. Et ce qui inquiète le plus l'agence, c'est que sa consommation devient une drogue qui ne se limite plus du tout à une consommation occasionnelle. Certains consommateurs très jeunes en absorbent des quantités très importantes tous les jours. Or, à ce moment-là, les effets peuvent être encore plus graves, ça peut entraîner des troubles au cerveau, voire des difficultés pour respirer. La consommation de proto peut même mener jusqu'à la mort, comme ça a été le cas pour un étudiant de 19 ans en mai 2018 qui a fait un arrêt cardiaque. Du coup, pour éviter les accidents, plusieurs villes comme Cannes, Mulhouse, Arras ou encore Évreux ont interdit la vente de protoxyde d'azote aux mineurs. D'ailleurs, ces mesures pourraient être élargies à toute la France puisque une proposition de loi a été adoptée au Sénat et attend d'être validée à l'Assemblée nationale. Cette loi vise justement à l'interdiction, donc on vous tient au courant dans les jours à venir. La quatrième actu de la semaine, c'est l'arrivée de plusieurs personnalités politiques sur l'application TikTok. Vous avez peut-être vu passer cette vidéo d'Emmanuel Macron qui félicite les nouveaux bacheliers sur l'application TikTok. La vidéo a déjà été vue plus de 8 millions de fois et grâce à ça, le président compte plus de 600 000 abonnés sur la plateforme à l'heure où je tourne cette vidéo. Mais le président de la République n'est pas le seul politique à se lancer sur TikTok cette semaine. Jean-Luc Mélenchon, le leader de gauche de la France insoumise, a publié une vidéo en réaction à celle du président en reprenant notamment les paroles de la chanson Anissa de Weshden, très populaire sur TikTok. Hey, t'appelles pour ton bac. Toi tu parles à Macron, mais moi je m'appelle Mélenchon. Tu es hors de ma vue. Va voir ton parcours dessus. Mais alors, pourquoi les politiques commencent à débarquer sur TikTok alors qu'une bonne partie des utilisateurs ne sont même pas en âge de voter? L'objectif en réalité, il est assez clair, c'est de faire passer des messages à cette communauté qui ne passe pas par les médias traditionnels pour s'informer, mais qui est assez au courant de l'actualité. D'ailleurs, les utilisateurs de TikTok n'hésitent pas à utiliser la plateforme pour prendre position sur certains sujets. Par exemple, de nombreux utilisateurs américains avaient boycotté un meeting de campagne de Donald Trump, le tout en achetant des places pour le rassemblement, mais sans y aller derrière. Les politiques français en tout cas ne sont pas les premiers puisque depuis quelque temps déjà, le leader d'extrême droite italien Matteo Salvini y est très présent. En effet, il utilise régulièrement la plateforme pour s'adresser aux jeunes en reprenant les musiques et les filtres à la mode. Il compte plus de 300 000 abonnés. On verra si Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon vont persister comme lui sur la plateforme. En tout cas, j'en profite, je suis moi aussi sur TikTok, je fais des vidéos sur l'actualité en moins d'1 minute. Vous êtes près de 200 000 abonnés, donc ça fait super plaisir. Donc n'hésitez pas, je vous mets un lien directement en description si vous voulez en savoir plus. On passe maintenant à la 5e actu de la semaine. Je voulais vous parler d'une tribune publiée par le magazine américain Harper's Magazine, une tribune qui a été signée par 150 artistes et intellectuels pour dénoncer ce que l'on appelle la cancel culture. La cancel culture, que l'on pourrait traduire par la culture de l'annulation en français, c'est le fait de dénoncer publiquement les actions de quelqu'un, souvent perçu comme raciste ou sexiste, et d'inviter les gens à boycotter cette personne. L'auteur de Harry Potter, J.K. Rowling, qui figure parmi les signataires de cette tribune, affirme justement avoir été victime de la cancel culture. Il y a quelques semaines, elle avait été prise à partie par des milliers d'internautes pour avoir, selon eux, tenu des propos transphobes sur Twitter. En effet, elle a écrit que seules les femmes pouvaient avoir leurs règles, sans prendre en compte les hommes trans qui eux aussi potentiellement pouvaient avoir leurs règles. En fait, si ces 150 personnalités ont décidé de signer cette tribune, c'est parce que pour eux, la cancel culture a des conséquences désastreuses. Ils dénoncent notamment le fait qu'il n'y a plus de place pour le débat et que aucun droit à l'erreur n'est admis, ce qui peut mener parfois à des conséquences importantes. Par exemple, des signataires expliquent que des gens ont perdu leur travail à cause de ça, comme le directeur des pages opinion du New York Times, James Bennett, qui a été licencié en juin après avoir autorisé une tribune qui appelait à l'envoi de l'armée contre les manifestations antiracistes. Mais au-delà des licenciements, les signataires de la tribune expliquent aussi que la cancel culture peut engendrer des vagues de cyberharcèlement, notamment sur les réseaux sociaux comme Twitter et Instagram. En tout cas, vous l'aurez compris, c'est un débat qui prend de plus en plus d'ampleur. D'un côté, on a
a donc les personnes, comme les signataires de cette tribune, qui s'inquiètent des conséquences que ça peut avoir, et de l'autre côté, on a les personnes qui pratiquent le cancel culture et qui considèrent que leurs intentions ne sont pas mauvaises. En effet, ceux qui le pratiquent disent que c'est ce qu'il faut faire pour dénoncer les propos racistes ou sexistes, et que, pour faire simple, une personne qui tient de tels propos n'a pas à être mise en avant ou glorifiée. Par ailleurs, les personnes qui vont dénoncer des propos racistes ou sexistes et appeler à boycotter des personnalités sont aussi souvent des personnes à qui la parole était souvent confisquée avant les réseaux sociaux, comme les personnes transgenres avec la polémique sur J.K. Rowling. Du coup, leur parole en quelque sorte explose, ce qui peut expliquer éventuellement la radicalité de certaines méthodes. Bref, vous l'aurez compris, il y a tout un débat sur la cancel culture qui est assez complexe mais que j'ai essayé de vous résumer ici, et si jamais vous voulez davantage d'informations, je vous mets des liens directement en description. Le débat de la semaine, c'est le suivant: voyez-vous d'un bon oeil l'arrivée des politiques sur TikTok? Pour participer au débat, c'est très simple, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté, et puis à ce moment-là, vous aurez le sondage et le débat du jour, ainsi que les sondages des jours précédents. Évidemment, pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube si jamais c'est pas encore le cas. Rendez-vous aussi du coup sur TikTok. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, et on se dit à demain pour un nouveau résumé de l'actualité du jour.